Vous voyez déjà les titres de cette présentation de notre pièce du mois. Une lettre pour la gare des Canfrancs, le bâtiment dont vous voyez la photo. Et il y a aussi en sous-titre « Quand une destination devient impossible ». Notre point de départ, c'est le mois d'août 1936. Et voici notre pièce, c'est une lettre recommandée du 22 août 1936, qui est expédiée de la ville d'Ervenis, Sistal en allemand, dans la région des Sudètes en Tchécoslovaquie, pour la direction de chemin de fer de la gare de Canfranc à Lanyones, c'est la province de Huesca en Espagne. L'expéditeur a écrit uniquement ces 3 lignes, c'est ce que vous voyez. Les restes des calligraphies sont toutes différentes. Que le notre défi, c'est de reconstruire la séquence logique de tous ces incidents. D'abord, vous voyez Gare Pau. Après, il y a Forge d'Abel en bleu. Ces Forges d'Abel a été biffé après. Il y a Passe Pau et 2 lignes, tout en rouge. Canfranc à Lanyones, qui a été aussi biffé. Via Francia en espagnol, ça a été écrit avec un crayon. Via France en français, à la plume. Il y a aussi une note en crayon avec Huesca, Espagne. Il y a une censure républicaine espagnole. Il y a aussi une note philatélique en allemand, on ne va pas l'analyser, mais dit que c'est une réexpédition par cause des guerres. C'est clair que ça a été écrit par un collectionneur après. Bon, j'ai essayé de faire cette reconstruction de la meilleure façon, mais peut-être quelqu'un d'entre vous aura un autre critère. Je l'accepte et je suis prêt à discuter d'autres solutions pour ces petits casse-têtes. Au verso, il y a plusieurs cachets à date de passage et d'arrivée et la censure républicaine espagnole. Ici, c'est facile, il ne faut que suivre les dates. Et voici notre plan de travail. D'abord, on verra le bureau d'origine. Après, l'affranchissement et le tarif. La destination et quelques données sur la gare internationale de Canfranc. La situation en Espagne au mois d'août 1936. Et bien sûr, le parcours de la lettre. On commence avec le bureau d'origine. Vous voyez, en cachet à date bilingue, Ervenis, Sistal. C'est une ville tchèque à majorité allemande. N'oubliez pas, on est en 1936. Voici une étiquette de recommandation bilingue, Ervenis, Sistal. Ça, c'est une carte de la Tchécoslovaquie en 1936. Vous voyez la position de la ville d'Ervenis, Sistal. Attention, parce que la ville d'Ervenis n'existe plus. Voici l'emplacement de l'ancienne ville d'Ervenis en République tchèque. Qu'est-ce qui s'est passé? Suite à une décision des autorités tchécoslovaques de l'époque, la ville a été complètement rasée pour agrandir une exploitation minière attenante. On continue avec l'affranchissement et le tarif. Vous voyez que la lettre a été affranchie avec 2 timbres. Le premier à 1 couronne 50 et l'autre à 3 couronnes 50, le tout 5 couronnes. Pour les tarifs, il faut réviser les bulletins officiels du ministère de Poste du 21 juillet 1934, où l'on trouve la mise au jour, la dernière mise au jour du tableau des équivalents des taxes postales dans les différents pays de l'Union postale universelle. En Tchécoslovaquie, pour affranchir une lettre pour l'étranger, premier échelon de poids, il faut 2 couronnes et 50 deniers, 2 couronnes 50. Pour les droits de recommandation, c'est de même 2 couronnes 50. Résumé, la valeur de timbre 5 couronnes, affranchissement 2 couronnes 50, droit de recommandation 2 couronnes 50, compte rond, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On continue avec la destination et quelques données sur la gare de Canfranc. Bon, notre expéditeur a écrit français. Peut-être le français était la langue du texte de la lettre ou simplement il a voulu dire France. Ça, on ne le sait pas. Bon, le destinataire n'était pas une personne concrète, c'était la direction des chemins de fer français. Et la destination était en village espagnol, Canfranc à Lanyones, à la province de Huesca. Mais le mot Espagne n'a pas été écrit par l'expéditeur.
il y a une indication en bas, Huesca, Espagne, qui semble avoir été écrit après par une autre personne. Bon, peut-être certains d'entre vous diront où est Canfranc? On va le voir. Voilà, c'est la frontière franco-espagnole, l'école du Somport, aux Pyrénées. Et vous voyez une carte de la zone centrale des Pyrénées. Au nord, la vallée d'Ast, en Basse-Pyrénées, et au sud, la vallée de l'Aragon, la province de Huesca. Vous voyez les drapeaux, chacun de son côté. Au nord, les villes d'Oloron et Pau. Et pour relier les deux vallées, à part la route nationale, il y a un tunnel ferroviaire. C'est la ligne Saragosse-Pau. On va se concentrer sur la partie sud, la vallée de l'Aragon, pour voir l'emplacement exact de la gare de Canfranc. Canfranc, c'est la commune, Arañones, c'est le quartier. À la gare, il y a un bureau de poste, c'est un bureau d'échange international. Et à côté de la gare, c'est l'accès sud au tunnel. Bon, vous voyez une photo de la gare internationale qui était énorme. Elle était en territoire espagnol, mais la moitié était gérée par les autorités françaises. Voici en secteur français au nord et en secteur espagnol au sud. Bon, cette fois, je ne me résiste pas à vous montrer quelques images historiques. C'est le 18 juillet 1928. La gare de Canfranc a été inaugurée par le roi Alphonse XIII et le président Gaston Doumer. Voici les 30 présidentielles qui arrivent. Le président a été reçu par le roi, Sa Majesté Alphonse XIII. Vous voyez, le président et le roi. Bon, le train a été conduit par un aristocrate espagnol, le duc de Saragosse, c'est la personne qui salue Gaston Doumer. Après l'arrivée, les autorités se sont adressées sur les parvis de la gare, où dans ce type d'événement, il y a toujours une cérémonie. C'est l'armée espagnole qui défile devant le roi et le président qui saluent très respectueusement. Malheureusement, la gare n'a jamais atteint le trafic qu'on attendait. En 1970, la France a interrompu la communication et à l'heure actuelle, les bâtiments est un immense chantier parce qu'il va devenir très bientôt un hôtel 5 étoiles. Bon, quelle était la situation en Espagne au mois de 1936? La guerre civile avait éclaté le 18 juillet. La vallée de l'Aragon et la gare des Canfranc étaient au pouvoir des insurgés. Et les journaux nationalistes ont informé le 12 août que la France avait interrompu la communication avec l'Espagne par la voie de Canfranc. Voici la une du journal El Adelanto de Salamanque le 12 août 1936. Et à la page 4, on voit cette information. Le gouvernement français a ordonné l'interruption des services ferroviaires pour Canfranc. Côté français, les journaux informent aussi de cette nouvelle, mais il y a un décalage des dates. Vous voyez, le journal de Paris, c'est le 23 août 1936. Je vous rappelle que notre lettre est partie de Tchécoslovaquie le 22, la veille. Et à la page 5, on trouve cette information. Monsieur Bédouce suspend les trafics ferroviaires par la ligne des Canfranc. Officiellement, pour éviter tout incident, le ministre, c'était le ministre des Travaux publics, a décidé de suspendre les trafics ferroviaires le long de la frontière franco-espagnole et de rappeler tous ces fonctionnaires et agents français se trouvant à Canfranc. Vous imaginez déjà que notre lettre aura quelques problèmes. Et maintenant, on va voir le parcours. Bon, suite à l'absence du mot Espagne qui n'avait pas été écrit par l'expéditeur, il y a ce Huesca Espagne qui est noté en bas et que je pense a été écrit avant l'entrée en Espagne, en France. Bon, la lettre a été acheminée en Espagne par la voie de Barcelone, c'est la zone républicaine, mais on avait vu qu'à la gare de Canfranc, il y avait un bureau de poste qui était un bureau d'échange. C'est bizarre, on pourrait avoir acheminé directement vers ces bureaux de poste, mais ça n'a pas été comme ça. Bon, au dos, vous voyez deux cachets espagnols. Le premier, en date du 28 août 1936, malheureusement, c'est un cachet certificado recommandé. Malheureusement, on ne voit pas le bureau de poste, mais pas de problème, parce qu'à côté, il y a un autre, c'est la même date, c'est le 28 août 1936, c'est un cachet certificado recommandé du Service international de Barcelone.
et une censure républicaine la même correcte. Bon, l'explication du passage de la lettre par Barcelone, on le trouve aux archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, sous la référence que vous voyez 1986 02 08/47. Et on voit ce document. C'est un document du ministère des Postes, de la direction de l'exploitation postale, le 9 décembre 1936, concernant l'acheminement de la correspondance pour l'Espagne. Et on dit que le 22 juillet dernier, l'Office postal espagnol, républicain, a demandé qu'il soit expédié par la voie des Cerbères Portbou les courriers postaux à destination de toute l'Espagne, sauf ceux pour Irún, Saint-Sébastien, Bilbao et les localités desservies normalement par le bureau ambulant du Nord, Irún à Madrid, à Remetraillol. On a déjà une première date importante, le 22 juillet. Les autorités espagnoles demandent que tout soit acheminé par Portbou. On continue. Il a été donné satisfaction à cette demande. C'est important aussi. À la date du 8 août, l'administration postale de Madrid a demandé la suppression de certaines dépêches formées pour les bureaux français pour Canfranc et pour l'ambulant espagnol des Canfranc à Saragosse. Les services espagnols devant supprimer également les dépêches expédiées en sens inverse. Il y a une autre date qui est assez importante pour nous, le 8 août. Les autorités de Madrid ont demandé ça. Il y avait un petit problème. Est-ce que l'ambulant espagnol des Canfranc à Saragosse était déjà contrôlé par les insurgents? Ce n'était pas les gouvernements républicains qui contrôlaient cet ambulant. Mais des instructions ont été données et en conséquence, les correspondances ont été expédiées par la voie des Cerbères, Portbou, bien sûr, Barcelone. Attention, parce que le journal et l'Adelanto de Salamanca avaient informé de l'interruption des correspondances le 12 août. Bon, je vous montre une carte postale de l'Espagne de l'époque, d'un côté Barcelone, de l'autre Canfranc. Et voici la ligne du front. En bleu, les nationalistes, en rouge, les républicains. C'est clair que la lettre ne pouvait pas être expédiée à Canfranc parce qu'elle était au pouvoir, le village était au pouvoir des insurgés. Et c'est clair que les républicains ne remettraient jamais la lettre là. Alors, seule solution, on expédie la lettre en France. Bon, quelqu'un au service international de Barcelone a écrit en espagnol via Francia. Quelqu'un en France a mis l'indication via France. Je pense que ça a été fait au bureau d'échange français. Ah oui, maman. Ce serait Perpignan. Bon, il y a aussi les lignes rouges et les indications Passepo en rouge et Forge d'Abel en bleu. Je pense qu'elles ont été écrites par la même personne parce que l'écriture est la même entre le bureau d'échange et Pau. Je ne pourrais pas dire exactement où. Peut-être on l'a fait avec un double crayon bleu-rouge. Ça, bon, ce n'est pas très important, mais peut-être ça a été comme ça. Ce qui est clair, est-ce que la lettre arrive à Pau le 31 août. Vous voyez le cachet Pau-Basse-Pyrénées, le 31 août 1936. C'est le premier passage à Pau. Et depuis Pau, la lettre est expédiée à Forge d'Abel. Se trouve Forge d'Abel, on revient sur la carte des Pyrénées et on se concentre cette fois sur la vallée d'Aspe. Et qu'est-ce qu'il y a là? À part la frontière, il y a Forge d'Abel, c'est la sortie du tunnel. C'est l'axe nord du tunnel, la dernière gare en France en direction en Espagne. Bon, le bureau de poste le plus proche, c'est celui d'Urdos. Et il y a un cachet d'Urdos du 2 septembre 1936. Voilà. On revient sur le recto. Aucun membre de la direction de chemin de fer à la gare des Canfranc ne semble pas être à Forge d'Abel. Alors c'est quand on décide de biffer le mot Forge d'Abel, Canfranc-Aragnonnais est aussi biffé et la note gare Pau a été ajoutée. Je pense que ça a été comme ça.
Bon, la lettre rentre à Pau, c'est le chef-lieu départemental, où sans doute la lettre a été livrée en responsable de la direction des chemins de fer. C'est la fin du trajet. Il y a un cachet Pau-Basse-Pyrénées du 2 septembre 1936 et il y a un autre pour recette principale, RP Basse-Pyrénées, du 3 septembre. Voici l'immeuble de la recette principale, c'est le même d'aujourd'hui. Et voilà, merci pour votre aimable attention. Cette présentation se termine et c'est le moment des remerciements à Laurent Bonnefoy, une fois de plus, pour son énorme contribution avec le document des archives nationales de Pierrefitte et notre